Un effort de ma part, pas un effort, mais un courage de ma part, d'où je viens de faire des livres. Les femmes représentent un peu plus que la moitié de l'humanité, mais leur place dans la fiction, elle est extrêmement minoritaire. Moi, je crois que je vis actuellement sur une autre planète. La littérature ne peut pas servir d'alibi. Il y a des limites même à la littérature. Il y a en France et partout dans le monde des intellectuels masculins pour qui les livres écrits par les femmes n'existent tout simplement pas. J'écris comme je respire, comme je vis, c'est-à-dire ça fait partie d'une nécessité psychique mais physiologique. Je pourrais pas faire autrement. Il y a une question centrale qui traverse l'ensemble des livres, c'est la question de la place. Ma place, c'est l'écriture et ce sont les livres. Les extraits que vous venez d'entendre d'autrices incontournables du pays littéraire français et international, Virginie Despentes, Alizée Niter, Denise Bombardier, Annie Ernaux, Marie Ndiaye et Brigitte Giraud, sont issus des archives de l'INA et de grands médias. Et le deux poids deux mesures entre l'écriture des hommes et l'écriture des femmes me choque. On va approfondir ensemble l'écriture des femmes qui a été empêchée et minimisée par des siècles de misogynie. Pourtant, vous l'avez entendu, elles ont toujours écrit. Et c'est même un besoin vital. Et leur place est plus que légitime. Je suis Marion Martène et un jour, j'ai réalisé que je n'avais lu presque que des hommes. Alors j'ai décidé de changer ça. Bienvenue dans la bibliothèque de Marion, où l'on célèbre les autrices du monde entier. Dans ce podcast littéraire, partons à la rencontre de leurs écrits et interrogeons-nous ensemble sur la place des femmes dans la littérature et plus largement dans la société. Dans ce deuxième épisode, je voulais vous parler du célèbre texte Une chambre à soi de Virginia Woolf. Ce texte, publié en 1929, éclaire la condition féminine de son époque. Près d'un siècle plus tard, ce texte féministe fondateur reste un indispensable de toute bibliothèque pour comprendre la lutte pour l'émancipation des femmes et leur place dans la littérature à travers les siècles. Voici une citation en préambule. « Je sais, vous m'avez demandé de parler des femmes et du roman. Quel rapport, allez-vous me dire, existe-t-il entre ce sujet et une chambre à soi ? Je vais tenter de vous l'indiquer. » L'essai de Virginia Woolf commence par ces mots. Selon elle, les concepts de roman et de femme s'entremêlent, rendant la réponse au rapport entre les deux particulièrement complexe. Faut-il évoquer les romans écrits par des femmes, la figure de la femme dans les romans, ce qui caractérise la spécificité féminine, ou les trois à la fois, pour saisir la réalité de leur place dans la littérature. Alors, Virginia Woolf tranche avec cette célèbre formule « Il est indispensable qu'une femme possède quelque argent et une chambre à soi, si elle veut écrire une œuvre de fiction. » Avec cette citation, l'autrice révèle que la condition féminine de l'époque entravait fortement la création littéraire des femmes. Ça, je vous en ai parlé dans mon premier épisode, Comment torpiller l'écriture des femmes de Johanna Roos. Sans le sou, une femme ne peut pas dégager le temps d'écrire, trop occupée à survivre. Sans une pièce ou un lieu à elle, elle n'a pas non plus le calme nécessaire pour créer. Et pour que l'équation soit parfaite, et ça rejoint un petit peu ce qui était accordé aux hommes de l'époque, les grands auteurs que nous adorons, il faut offrir aux femmes de l'espace et un moyen de subvenir à leurs besoins. Des moyens que la société leur empêche d'acquérir. Puisque, pour revenir un petit peu en arrière, la société imposait généralement aux femmes de s'occuper exclusivement de leurs enfants, de la maisonnée et de leur mari. D'être donc une bonne épouse, une bonne mère, mais pas forcément une bonne autrice. Alors ce qu'il leur faut aux femmes, c'est du temps, de l'espace et de l'argent. Moi j'ai envie de dire que c'est en somme l'absence de charge mentale, ou du moins sa diminution, qui permet aux femmes d'accéder enfin à la création. D'ailleurs, je vais vous donner une référence majeure de ma bibliothèque, qui est un très beau texte, Le désir dans la cage d'Alicia Wentz. Cette autrice retrace la vie et l'œuvre d'une compositrice méconnue, Mel Bonis, contemporaine de Virginia Woolf. À travers son récit, l'autrice souligne avec justesse que les femmes, réduites à leur rôle de mère et d'épouse, ce que j'expliquais précédemment, n'avaient ni le temps, ni l'énergie pour créer. L'absence d'une pièce à soi, le manque de temps, et la dépendance économique surtout, étaient alors les plus grands verrous à leur émancipation et donc à leur créativité. Petit aparté,
sur le poids des lois sur le statut des épouses à l'époque, pour bien mesurer la réalité de cette dépendance. À l'époque de Virginia Woolf, il est essentiel de remettre les choses un petit peu dans leur contexte historique, parce que l'émancipation des femmes ne s'est pas faite en un jour. Alors je vais prendre volontairement la situation des épouses en France pour illustrer mon propos. Alors en France, je ne sais pas si vous le saviez, mais l'avancée des droits des femmes mariées a été un combat de longue haleine, car l'héritage du Code Napoléon prévalait jusqu'en 1907 que les femmes mariées ne pouvaient pas percevoir librement leur propre salaire. Ensuite, il a fallu attendre 1938 pour que les femmes mariées soient considérées non plus comme des mineurs aux yeux de la loi, mais comme des adultes à part entière. Enfin, jusqu'en 1965, les épouses n'avaient pas le droit d'ouvrir un compte en banque ni de travailler sans l'autorisation de leur mari. Alors moi, ça me choque un petit peu. Mais cette domination masculine par le mariage, qui est un outil du patriarcat, à une époque où la quasi-totalité des femmes étaient mariées, je précise, explique pourquoi certains sociologues aujourd'hui attribuent le recul des mariages à l'avancée des droits des femmes. C'était vrai en France, et à quelques nuances près, c'était une réalité partagée partout dans le monde. Et ça, moi je ne le savais pas. Alors, quelle est la thèse féministe dans Une chambre à soi de Virginia Woolf, qui est citée dans de nombreux essais contemporains? Alors si on transpose son analyse au monde universitaire à travers l'onirique Oxbridge, on se rend compte que Virginia Woolf fait la démonstration des limites réelles qui étaient imposées aux femmes dans l'éducation. Le temps et l'espace public. L'interdiction pour elle de fouler le gazon de l'établissement réservé aux hommes et aux professeurs, l'impossibilité d'accéder à la bibliothèque sans être accompagnée par un enseignant ou muni d'une lettre de recommandation, et la différence de traitement flagrante montre à quel point les femmes sont entraînées à la marge. Elles sont empêchées jusque dans leurs mouvements et par extension, dans l'inflexion même de leurs pensées. C'est une cage dorée pour les plus aisés, certes, mais c'est une cage quand même. L'autrice pose également l'épineuse question de l'argent et donc de la transmission. Elle a ces mots. Pourquoi leur mère, qui réunissait si difficilement 2000 livres, ne leur léguait-elle rien? Parce que, même face à l'héritage, le fils était favorisé. Les capitaux restaient majoritairement aux mains des hommes, et c'est précisément par l'aspect financier que les femmes sont retenues captives d'un système qui leur est défavorable. Sous prétexte de les protéger, on les enferme. À cela s'ajoute le poids de la maternité, qui freine aussi toute autonomie. Pour illustrer son propos, Virginia Woolf évoque l'héritage qu'elle a elle-même reçu, une rente salvatrice qui lui a ouvert les portes de la création, bien qu'elle soit issue de la haute bourgeoisie londonienne. Pour aller plus loin et découvrir l'importance de son indépendance financière, je vous invite vivement à lire la biographie Virginia Woolf, journaliste, ou l'histoire méconnue d'une émancipation par le journalisme de Maria Santos Sainz. C'est un éclairage passionnant sur sa plume, sa famille et ses valeurs. Alors, moi j'ai envie de dire que les dés étaient pipés dès le départ pour l'écriture des femmes. D'un côté, nous trouvons, je cite, la sûreté et la prospérité du sexe masculin, et de l'autre, je cite encore, la pauvreté et l'insécurité du sexe féminin. C'est un déséquilibre que l'autrice résume par cette question cruciale: pourquoi un sexe est-il si prospère et l'autre si pauvre? C'est visionnaire. C'était en 1929, vous vous rendez compte? Ça fait quasiment 100 ans, et la question reste d'actualité. En fait, sans le nommer, Virginia Woolf décrit le patriarcat. Alors si je devais résumer en quelques mots, l'émancipation et la créativité des femmes passent donc nécessairement par un rééquilibrage profond des richesses, car la pauvreté n'impacte pas seulement les conditions de vie matérielles, elle a un effet direct sur l'art et notamment sur le roman. Sans indépendance financière, pas de temps pour soi, pas de chambre à soi et donc pas d'espace pour créer. Alors je vais vous lire quelques citations à retenir de cet essai incontournable. En voici une première. L'histoire de l'opposition des hommes à l'émancipation des femmes est peut-être plus intéressante que l'histoire de cette émancipation elle-même. Un peu plus loin dans le texte, elle écrit « Ici, nous nous approchons de ce complexe masculin, une fois encore si intéressant et obscur, qui a une telle influence sur l'évolution des femmes,
le désir profondément enraciné en l'homme, non pas tant qu'elle soit inférieure, mais plutôt qu'il lui soit supérieur. Désir qui l'incite à se placer de façon à attirer tous les regards. Et enfin, pour rejoindre l'essai de Johanna Roos, qui a été écrit des années plus tard, il existait une masse immense de déclarations masculines tendant à démontrer qu'on ne pouvait rien attendre intellectuellement d'une femme. La misogynie décomplexée, j'ai envie de dire. Et on retrouve encore ce sexisme et cette misogynie dans les médias aujourd'hui, à travers des discours qui devraient être sanctionnés, mais qui pourtant ne le sont pas. Alors si vous voulez approfondir vos lectures d'autrices, je vous conseille de lire la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges, pour réaliser à quel point le récit scolaire a déformé et invisibilisé la place des femmes dans l'histoire. Je vous conseille également de lire La cause des femmes de Gisèle Halimi. C'est un essai qui permet de comprendre l'histoire des droits reproductifs en France et les batailles juridiques acharnées qui ont permis aux femmes de disposer enfin de leur propre corps. Et pour finir, je voudrais vous parler de Bell Hooks, notamment son essai La volonté de changer. Je voulais accorder une place toute particulière à cette grande voix du féminisme contemporain. Son ouvrage, La volonté de changer, ainsi que l'ensemble de son œuvre, est une lecture vitale, essentielle. Elle permet de comprendre le concept d'intersectionnalité notamment. Car l'émancipation ne peut pas être un privilège réservé aux femmes blanches et aisées, qui ont historiquement un accès plus direct à la justice, aux ressources financières et à un emploi stable. Les inégalités entre les genres possèdent une granularité complexe, et il existe aussi des oppressions systémiques entre les femmes elles-mêmes. Les discours et les structures racistes ont profondément déshumanisé une partie d'entre elles, et notamment les femmes noires. Alors penser le féminisme avec Bell Hooks, pour ne citer qu'elle, c'est refuser que certaines femmes s'émancipent au détriment des autres. Merci d'avoir écouté ce podcast. Pour prolonger la réflexion, je vous invite à découvrir mes chroniques sur mon blog, labibliothèquedemarion.fr, et à plonger dans tout un univers féminin et féministe. À bientôt pour un prochain épisode. Peut-être qu'on arrivera à tout foutre en l'air, on n'en sait rien, quoi.